et puis on vous propose de démarrer. Bonjour à tous, dans la classe de Marilyn, aussi également. On est Donc, parti? allez, on est parti. Alors d'abord, on dit bonjour à tout le monde et surtout tous les enfants qui sont, qui sont derrière l'écran. On avait envie de vous proposer cette vidéo aujourd'hui parce qu'on a reçu pas mal de questions qui tournent autour des animaux, soit pendant la première visio qu'on avait fait avec l'équipage du Polar Front, soit sur l'espace forum du site. Je ne sais pas si vous l'avez tous noté. Sur le site, vous avez un espace où vous pouvez nous poser des questions. Alors comme il y en avait plusieurs qui revenaient autour des animaux, on s'est dit qu'on allait y répondre en live. Comme l'a déjà dit un petit peu Eric tout à l'heure, certaines des questions qui sont un peu plus spécifiques, on ira les poser soit à l'équipage, soit aux spécialistes qu'on va rencontrer pendant le voyage. Donc, il faudra être un petit peu patient pour les réponses, mais de toute façon, on vous le dit dans le forum. Donc voilà, alors aujourd'hui, petit voyage au pays des animaux de l'Arctique. Voilà, alors, et plus précisément, donc, on va partir au Svalbard. D'accord? Ouais. Peut-être mieux comme ça, je ne sais pas. Ouais. Donc, bon, vous avez sûrement déjà un petit peu travaillé dessus, le Svalbard, qui est donc constitué qui est un archipel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs îles, et dont l'île principale est l'île du Spitsberg. D'accord? Donc, on va aller jusqu'au Svalbard, jusqu'au Spitsberg en avion. Et après, on va prendre un bateau qui s'appelle le Polar Front, qui est un bateau qui est capable de naviguer un petit peu dans les glaces. Alors, ce n'est pas un brise-glace, mais c'est un bateau qui est capable de naviguer dans les glaces. Et on va aller, comme ça, explorer différents endroits du Spitzberg. Et donc, juste pour un point, on est effectivement bien dans l'Arctique. Quand on est au Spitzberg, on est vraiment très, très, très au nord. Si vous avez déjà travaillé les latitudes, on va être aux alentours de 78 ou 79 degrés nord, ce qui veut dire qu'on est à 1000-1200 km du pôle nord. C'est vraiment très au nord et on va voir effectivement une faune qui est très caractéristique de l'Arctique. Et on a en particulier une classe de CM2 de Toulouse qui nous avait demandé tout simplement quels sont les animaux qu'on va rencontrer, qu'on peut rencontrer. Alors là, aujourd'hui, on va vous parler de quelques espèces qu'on va peut-être voir parce que comme on n'est pas dans un zoo, on est dans un vrai milieu naturel, un milieu sauvage. Et ben, on ne contrôle pas les animaux, on les voit ou on les voit pas. C'est selon, et on espère très très fort qu'on va voir tous les animaux dont on va vous parler aujourd'hui. Et puis on vous expliquera aussi un petit peu d'autres choses. Donc Voilà, et vas-y Eric, sur la première espèce. ouais, alors, ouais, juste avant ça, donc avec le bateau, on sera sur le bateau au mois d'avril. Au mois d'avril, c'est le printemps. Donc, ce n'est pas encore l'été, c'est plutôt le début du printemps. Et donc, on va rencontrer de la banquise, sûrement, comme on voit sur l'image qui est là, où le Polar Front est accosté, est au bord de la banquise. Alors, le Polar Front, il n'est pas capable de casser la banquise comme un brise-glace. Il peut juste se faufiler dans les endroits où il y a la banquise est cassée, où il y a plus d'eau. Et donc, on va trouver des animaux qui vivent au bord de la banquise. D'accord? Un animal qu'on espère rencontrer, c'est celui-là, déjà. C'est le morse. D'accord? C'est un animal qui est assez grand, c'est assez imposant. Ça fait partie des plus grands carnivores terrestres ou Marrant. marins. Ouais. Il a un petit peu des deux en fait, puisque il vit à la fois sur terre et en mer. Et d'ailleurs, au passage, on le reconnaît bien sûr très très facilement avec ses deux grandes dents, ses défenses, qui sont très caractéristiques. Et ce sont des défenses, comme les défenses d'éléphants, elles sont en ivoire. D'accord? C'est un animal qui fait entre 3 et pratiquement 4 mètres de long. Donc, il faut aller mesurer dans la cour, voir un peu ce que ça fait, 4 mètres de long. D'accord? Et c'est un animal qui fait le poids d'une voiture, et parfois même une voiture un petit peu grosse, puisque ça fait entre 800 et 1800 kilos. On le reconnaît aussi bien parce qu'il a des moustaches, on appelle ça des vibrisses, qui sont très sensibles, et qui lui permettent donc de se repérer, de toucher des petits objets, notamment quand il racle le sol. Cet animal il est un peu spécial parce qu'il se nourrit. Je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà regardé un petit peu, mais bon, il se nourrit de coquillages, essentiellement. Alors, il va, bien sûr, s'il trouve autre chose, il va se nourrir
d'autres nourritures, hein, parce que l'animal, dès qu'il trouve de la nourriture, il va la prendre. Mais là, donc c'est essentiellement des coquillages et il faut qu'il mange à peu près 50 kilos de coquillages par jour. C'est énorme. C'est énorme. 50 kilos, il faut s'imaginer, c'est vraiment énormément de coquillages. Essayez de réfléchir, vous, quelle quantité de nourriture vous mangez par jour. Et vous verrez que 50 kilos, c'est le poids de quelqu'un qui est presque adulte, hein. C'est comme si il mangeait une personne, mais c'est des coquillages, heureusement. Juste, je pense à une petite chose, je fais une petite parenthèse. On vous a pas expliqué comment on voulait fonctionner là. On va comme ça vous présenter un petit peu les animaux. Et puis après, on va répondre à quelques questions qu'on a déjà. Mais si vous voulez nous poser des questions dans le chat, c'est aussi possible. On va essayer de répondre à un maximum de questions d'ici 15 heures. Je vous laisse Voilà. Et reprendre. donc, je reprends sur le morse. Encore, d'accord. C'est un animal qui aime bien se regrouper en groupe, presque on peut dire en gros tas, d'accord. Une fois qu'il a mangé, et si jamais il y a du soleil, il aime bien passer du temps à se dorer au soleil, se réchauffer au soleil, les uns sur les autres. On dit que c'est un animal grégaire. Grégaire, ça veut dire qu'il aime bien être avec ses compagnons, d'accord. Un autre animal qu'on va sûrement rencontrer, d'accord, c'est le phoque. Le phoque. Alors, en Arctique, il y a un grand nombre d'espèces. Il y a 18 espèces de phoques en tout, dans le monde, oui. Ouais. Mais au Spitzberg, au Svalbard, il y a à peu près 6 espèces que l'on va rencontrer, d'accord, dont par exemple ici le phoque barbu, d'accord. On ne peut pas le confondre avec le morse parce qu'il n'a pas ces deux défenses, d'accord. Et là, donc, ce phoque barbu se repose sur un morceau de banquise. Alors on comprend bien, hein, je pense que vous comprenez bien pourquoi on l'appelle phoque barbu, celui-ci, parce que là aussi, ces vibrisses qu'il a au niveau en dessous du nez, elles sont très très fournies et on a l'impression qu'il a une barbe. Et alors lui, il aime bien se poser sur les plaques de glace qui flottent. Je trouve ça confortable. Peut-être qu'il a un petit peu froid aux fesses, mais lui, ça lui va bien. Voilà. Et en fait, quand il est comme ça sur une plaque de glace, il est toujours très attentif parce qu'il peut se faire attaquer par des prédateurs. Alors, pour illustrer une autre espèce de phoque, alors celui-ci c'est probablement un phoque commun, mais je suis pas complètement sûre. Mais si vous regardez bien là au niveau de sa tête, vous voyez qu'il n'a pas tout à fait la même forme de tête, les vibrisses sont pas tout à fait pareils. Donc on voit bien que c'est pas tout à fait la même espèce que le phoque barbu à l'instant. Alors ça nous paraît aussi étonnant de les voir comme ça allongés, enfin allongés, posés sur les rochers, mais il faut croire que c'est confortable pour eux. Et ce qui est intéressant là sur cette image, c'est qu'on voit bien qu'ils ont plus de pattes avant ou arrière comme on peut voir sur les animaux terrestres. Ce sont devenus des nageoires au cours de l'évolution. Et ça a comme conséquence qu'ils ne sont pas très très agiles sur Terre, mais par contre, ce sont des très très bons nageurs. C'est pour ça qu'ils passent aussi un temps considérable dans l'eau. Ils sont très adaptés à la vie aquatique. Ouais, alors la classe de Véronique nous dit, nous demande un peu comment il se déplace. Effectivement, sur Terre, il se déplace très mal. Il se déplace un peu en rampant, en ondulant. Par contre, dans la mer, ce sont de véritables torpilles. Ce sont de véritables animaux. Ce sont des animaux qui se déplacent très, 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 très bien dans l'eau et qui sont très rapides. D'accord. Dans l'eau, un phoque adulte, il va avoir assez peu de prédateurs. Par contre, c'est quand il est posé comme ça sur un rocher ou posé sur la banquise qu'il va avoir des prédateurs, notamment l'ours, qui est son plus grand prédateur. Et éventuellement aussi les orques peuvent attaquer les phoques. C'est pas très très commun au Svalbard, mais ça peut arriver dans le nord ou dans d'autres océans éventuellement. Alors, est-ce que c'est une espèce rare? Alors, je ne sais pas de quelle espèce on parle, mais si on parle du morse, je vais vérifier ça. Je te laisse te poursuivre sur. Je vais vérifier l'info sur cette question-là. Les morses, on n'en a pas vu encore. Non, on n'a pas eu la chance d'en voir. On a déjà fait des voyages dans les pays du Nord comme ça, mais on n'a pas vu de morse, donc on n'a pas vu de bataille.
des morses, bien que ce ne soit pas très, très, très fréquent non plus. Il ne faut pas confondre l'éléphant de mer, qui vit plutôt dans l'hémisphère sud, et lui qui fait des grosses batailles entre mâles, mais ce n'est pas tout à fait le cas avec les morses. Et alors, j'ai trouvé l'info pour est-ce que c'est une espèce rare? En fait, il y a des catégories pour les espèces qui permettent de dire est-ce que c'est en danger, est-ce que c'est vulnérable. Et en réalité, pour le morse, les données ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'informations pour savoir si vraiment, par exemple, les populations sont en train de diminuer. Il faut bien se dire que comme c'est un animal qui est arctique, qui vit dans des endroits où il n'est pas très facile d'aller, ben, c'est pas évident de pouvoir mesurer le nombre d'individus qui existent sur toute la partie arctique. Est-ce que c'est en diminution ou est-ce que c'est stable? Donc, on ne peut pas vraiment répondre à cette question-là. On va quitter un peu la mer, Hmm. d'accord, pour trouver un animal terrestre, cette fois qu'on va trouver au Svalbard, d'accord, c'est le renne, d'accord, le renne du Père Noël. En ce moment, ils se préparent, d'ailleurs, ils se préparent à aller travailler, d'accord. Et en fait, le renne du Svalbard, d'accord, c'est un renne de petite taille, en fait, puisque il a un problème, ce renne, c'est qu'il n'a pas beaucoup, beaucoup à manger. D'accord. Je rappelle, on est dans un pays du Nord, du pôle Nord. Il n'y a pas d'arbres, il y a très peu de végétation sur les îles. Donc les rennes ont assez peu à manger. Et surtout en hiver, on les voit, ils ont du mal à manger. Alors ils grattent la couche de neige avec leurs pattes pour se trouver à manger. Et parfois, quand ils n'ont vraiment pas beaucoup à manger, ils vont sur les plages et ils mangent des algues. Donc, en fait, il y a une grosse mortalité en hiver. Donc, c'est une population qui se maintient un petit peu, mais qui n'est pas en excellente forme, on va dire. D'accord. Un autre animal, Alors, il y a une ouais, petite question sur l'ours. Enfin, il y a plusieurs questions sur l'ours. On va y venir après, hein, quand on abordera le sujet important de l'ours voilà. polaire. Donc, les rennes, ce pas des animaux très très grands, d'accord. C'est beaucoup plus petit qu'un cheval. Ce serait plutôt presque comme Un poney. un petit poney, ouais, Mm. ouais, moins massif, un petit poney. Mais ils ont une fourrure quand même qui est très fournie. Alors, il faudrait le vérifier, mais j'ai l'impression qu'au Svalbard, ils ont quand même une fourrure qui les protège bien du froid parce que c'est quand même un climat vraiment rigoureux. Alors, est-ce qu'ils sont menacés d'extinction? Pas vraiment, même si c'est une toute petite population. Il n'y a pas beaucoup d'individus. Il y en a moins qu'en Laponie, par exemple. Mais c'est une population qui est relativement stable a priori. Et Et, est-ce qu'ils muent? Bah, probablement, ouais, comme tous les animaux qui vivent dans des saisons très marquées, où il fait vraiment très très froid l'hiver et quand même moins froid l'été, même si c'est pas les mêmes températures que chez nous, bah, ils changent un peu de pelage. Le pelage est plus fourni en hiver et moins épais en été. le renne, c'est un animal. Ce renne, c'est une famille, Une une sous-espèce. sous-espèce qui ne vit que au Svalbard. D'accord. Donc cette espèce-là, on va la retrouver, cette sous-espèce, on va la retrouver que, que au Svalbard. Donc de rennes de petite taille, assez léger, hein, ça fait 50 kilos, mais c'est pas bien gros. Et combien est-ce que ça vit de temps un renne? Sur, On va chercher l'information, mais c'est difficile à dire. Moi, je dirais une dizaine d'années, 10-15 ans, après, ça va être ce type très d'animal. variable suivant les conditions Mm. météorologiques. S'il y a un mauvais hiver, ou un hiver où il fait un peu plus froid, ou alors au contraire, un hiver, le problème qu'il va y avoir, c'est que si jamais il y a une période où il fait moins froid et en hiver il pleut, si après il refait froid, le sol va geler et ils n'auront plus accès à la nourriture. Ils n'auront plus accès aux lichens, aux mousses, aux algues, parce qu'ils vont se retrouver bloqués sous la glace. Donc là, ben, ça augmente beaucoup la mortalité. Alors, ce n'est pas une espèce qui est en danger. Elle a été en danger puisqu'elle a été beaucoup chassée, hein, il, y a, il, y a, il y a assez longtemps. Maintenant, c'est protégé. On n'a plus le droit de chasser comme on a envie. Est-ce que le renne sait nager? Alors ça, c'est intéressant hein, comme question parce que effectivement, les rennes savent nager. Alors je Ça sais nage pas pas si très bien. ça arrive très souvent pour les rennes du Svalbard, mais les rennes
qui sont présents en Laponie, donc dans le nord de la Norvège ou de la Suède, sont en partie, pour certains, élevés par les populations qui vivent là-bas. Et ils migrent, et en migrant, ils traversent des rivières. Et effectivement, j'ai des images en tête où effectivement les rennes peuvent traverser des bras de rivières. Mais le renne du Svalbard ne veut pas quitter le Svalbard, Hmm. c'est beaucoup trop loin Oui, du reste des terres. Donc le renne du Svalbard reste au Svalbard. oui, oui, ils ne traversent pas la mer quand Non, même. ça, c'est pas vrai. Un autre animal qu'on espère rencontrer, aussi un animal terrestre, toujours, d'accord, c'est le renard arctique, le renard polaire, qui est ici photographié au printemps ou en hiver, avec un pelage, avec un pelage blanc. D'accord, il a un pelage blanc pour pouvoir se camoufler, pour pouvoir chasser les animaux dont il se nourrit. Au Svalbard, il n'y a pas de petits rats, qu'on appelle des lemmings, il n'y a pas de lièvres. D'accord, donc le renard va essentiellement se nourrir d'oiseaux, d'œufs d'oiseaux ou d'oiseaux, de poussins. D'accord. C'est un animal, on dit qu'il est très opportuniste, c'est-à-dire il va à peu près se nourrir de tout ce qu'il trouve. Notre animal du renard polaire, toujours en habit, en fourrure d'hiver, fourrure blanche. Donc à la question, qu'est-ce que mangent les renards polaires? Donc tu y as répondu, mais vraiment au Svalbard, c'est particulièrement des oiseaux, des jeunes oiseaux, des œufs, mais ils mangent un peu tout ce qui leur tombe sous les pattes. Et quelle est sa taille? Alors, c'est un peu plus petit que le renard qu'on connaît qu'on a en Europe, en France, par exemple, que le renard roux. D'accord. Et le renard, il pèse à peu près 5 kilos. Donc, vous voyez, c'est presque là. C'est un gros chat, Hmm. on va dire. C'est entre un gros chat et un renard de chez nous, en fait. Voilà, voilà. C'est pas très traité. Et alors, est-ce qu'il sait nager, ce renard? Je pense pas qu'il apprécie beaucoup de se mettre à l'eau. Par contre, il n'y a pas très longtemps, on a vu un documentaire sur la banquise et ça leur arrive d'aller très très loin sur la banquise quand la mer est gelée. Ils peuvent étonnamment se déplacer très très loin de la terre. Est-ce qu'ils ont des prédateurs, les renards polaires? Alors, ben, il y a toujours le super prédateur qui est l'ours. D'accord. J'imagine que si l'ours voit un renard blessé ou malade, il va le chasser. Mm. D'accord. Après, sinon, il doit pas avoir trop de prédateurs. C'est un animal qui est quand même très agile, Mm. très rapide, euh, très, je dirais presque intelligent, dans le sens où il va observer, il va trouver des solutions, notamment pour aller chercher de la nourriture. Je trouve ça c'est assez spectaculaire. Alors, est-ce qu'il vit, je souris parce qu'il y a plein de questions sur le renard polaire. Est-ce qu'il vit seul? C'est effectivement pas un animal, comme on vous l'a dit, le morse, là, qui vit en groupe. Il a plutôt tendance à être solitaire et à se retrouver un mâle, une femelle au moment de la reproduction avec des petits, mais seulement à ce moment-là. Et à partir de quel âge il chasse? Et bien probablement très tôt, parce que les petits renards, ils apprennent dans l'été de leur naissance à chasser avec leurs parents et après il faut qu'ils se débrouillent, hein. Donc ils apprennent à chasser très jeunes. Et du coup, à quelle saison il se reproduit? Eh ben, pendant la belle saison, c'est-à-dire que très tôt, donc je pense que la mise bas, elle doit avoir lieu à la fin du printemps et tout l'été, c'est la période où les petits peuvent grandir et ils ont un terrier pour dormir et puis élever la famille. En fait, ils vivent autour de plusieurs terriers. La femelle va vivre généralement avec ses petits, et c'est le mâle qui est plutôt solitaire. D'accord. Et il va sur la banquise parfois tout simplement pour aller chercher aussi de la nourriture. Il va explorer des endroits pour chercher, pourquoi pas, des bébés phoques ou des oiseaux ou des animaux dont il va pouvoir se nourrir. Et puis, est-ce que c'est une espèce menacée ou en voie de disparition?
Eh bien, pas spécialement. Là, ça, c'est une espèce sur laquelle on dit l'expression exacte et qu'on a une préoccupation mineure. Ça veut dire que, voilà, a priori, les populations de renards polaires se portent plutôt bien. Et en fait, on en trouve dans beaucoup d'endroits, hein. Ils sont présents dans toute la zone arctique. On en trouve aussi en Islande, dans tout le nord du Canada, au Groenland, dans le nord de la Russie. Euh, donc, du coup, c'est vraiment une zone très, 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 très large. Euh, oh là là, beaucoup de questions. Alors, on va essayer de les prendre au fur et à mesure. Pourquoi est-ce qu'il vit sur la banquise? En fait, ça, c'est une question qui n'est pas évidente parce qu'a priori, il n'y a pas grand-chose à manger pour lui sur la banquise. Mais de fait, on les a observés. Alors, à quel âge les renardeaux quittent leur mère? Heureusement, on a un livre Alors, avec nous pour vérifier les réponses aux non, questions. ouais, ils naissent au printemps, on va dire, et ils quittent le terrier vers la fin août. D'accord. En fait, c'est la femelle qui abandonne, entre guillemets, ses petits, parce qu'ils sont capables de se débrouiller tout seuls. Pendant tout l'été, la femelle a appris à ses petits à chasser, et donc, à fin août, elle part et elle laisse les petits, quoi. Et les petits, du coup, se dispersent dans d'autres Ils territoires savent se débrouiller. et ils savent se débrouiller tout seuls. Et c'est à peu près combien de petits par femelle? Je sais pas, 5 à 7 petits par femelle. Voilà. Et est-ce qu'il mue? C'est ce Alors oui, qu'expliquait un petit peu Eric au début, et ça c'est un peu plus que d'avoir un pelage plus épais ou moins épais. L'hiver, il a un pelage blanc, comme on vous a montré sur les photos. Et si vous faites quelques recherches, vous allez voir aussi des images de renard polaire où sa fourrure est marron. Parce que voilà, dans le courant du printemps, au mois de mai, juin, il va changer complètement son pelage qui va devenir marron. Et là aussi, qui se camoufle mieux pour l'été. Donc à chaque saison, il va complètement changer son pelage et sa couleur. voilà, et il vit à peu près entre 8 et 10 ans, un Voilà. renard. Et est-ce qu'ils peuvent mourir de froid? Ils sont très très bien équipés, entre guillemets, puisque leur fourrure elle est très très épaisse et très adaptée au froid. Donc ça doit arriver, si ça arrive, c'est rare. Et on imagine que si les conditions sont extrêmement rigoureuses, s'il a du mal à trouver à manger, ça doit pouvoir arriver. Après, c'est un animal qui est quand même très bien adapté Mm. à l'Arctique, d'accord, très débrouillard, qui va manger un peu tout ce qu'il trouve. Il peut devenir même charognard, c'est-à-dire qu'il peut manger des cadavres, se nourrir sur les cadavres d'animaux. Et on a même observé des fois où il pratique le cannibalisme, c'est-à-dire parfois il va manger d'autres renards pour survivre. Donc, vous voyez, c'est un animal qui se débrouille vraiment par tous les moyens pour pouvoir survivre. Et puis forcément, hein, l'animal qu'on espère voir, qu'on espère observer, c'est bien sûr l'ours, l'ours blanc, l'ours polaire, d'accord, son nom scientifique, c'est Ursus maritimus, qui veut dire donc ours maritime, ours marin. Donc c'est un animal qui vit aussi bien presque dans l'eau que sur la terre, d'accord. C'est un animal qui n'est pas très 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 haut. À quatre pattes, il fait entre 1 mètre et 1,50 m de haut. Mais bon, il peut aller jusqu'à 800 kg de muscles, de graisse. Et s'il D'accord. se met debout? Et s'il se met debout, c'est 2 à 3 mètres de haut. D'accord. La femelle est un peu plus petite. Il y a une grosse différence entre les mâles et les femelles. On reconnaît bien à sa fourrure blanche. D'accord. C'est un animal qu'on ne peut pas, on peut pas se tromper, en fait. Et la couleur blanche, c'est bien sûr, donc, c'est même pas tout à fait une couleur blanche, c'est plutôt une couleur neige. Donc, c'est vraiment une couleur qui permet de se confondre avec la neige et donc de pouvoir chasser, de se cacher pour chasser. Le régime alimentaire de l'ours, c'est principalement, et en premier, c'est le phoque. Il va essentiellement se nourrir de phoques, mais pareil, c'est un animal qui est très opportuniste. Et donc, il peut se nourrir de beaucoup de choses d'autres, de tout ce qu'il trouve en fait, hein. Il va se nourrir d'oiseaux, il va se nourrir d'œufs, il va se nourrir sur les cadavres, s'il trouve des cadavres de baleines, des cadavres de morses.
Il peut chasser le morse aussi. Donc, il peut se nourrir vraiment de tout. Il peut même aller jusqu'à manger un petit peu des baies si jamais il n'y a vraiment plus rien à manger. C'est possible. D'accord. Parmi les questions que vous posez, là aussi, il y en a plein qui nous arrivent sur les ours. C'est est-ce qu'il vit en groupe ou est-ce qu'il est solitaire? Alors les ours, ils sont plutôt solitaires. On va en reparler un petit peu après. On fera un résumé sur le mode de vie de l'ours. On les verra jamais en groupe comme les morses, par exemple. Et les rencontres, elles vont principalement se faire quand les mâles et les femelles se retrouvent pour la reproduction. Donc à la question, qu'est-ce qu'ils mangent? Bon, principalement des phoques, mais il y a une question aussi à côté qui est est-ce que l'ours polaire mange des oiseaux? Ben oui, oui, il peut aussi manger des oiseaux s'il n'a rien d'autre à manger. Il va là aussi s'adapter et être opportuniste, comme on dit. Euh, Est-ce qu'il a un prédateur? Eh ben non. L'ours, c'est ce qu'on appelle un super prédateur. C'est-à-dire que lui, il n'est chassé par aucun autre animal, à part l'humain. Euh, ça peut arriver. Alors, les Inuits, par exemple au Groenland, chassent l'ours. Il n'y a pas d'Inuits au Svalbard. Malheureusement, ça peut arriver dans le cas d'un accident qu'il y ait des ours qui se fassent tuer, mais il n'y a pas d'autres animaux qui mangent les ours. Alors, c'est un animal qui est très adapté à la vie aquatique. Donc, il est capable de nager pour traverser des bras de mer. On l'a vu même nager assez loin en mer pour rejoindre les endroits, pour trouver sa nourriture. C'est un animal qui va passer beaucoup de temps au bord de la banquise. Donc, on risque d'en voir, nous, si on longe la banquise, justement pour chasser le phoque, pour surveiller et chasser le phoque. D'accord. Il est très bien adapté au froid. Parce qu'il a une épaisse couche de graisse sous la peau qui va le protéger du froid. D'accord. Mm. Et là aussi, il y avait une question, est-ce qu'il mue? Donc lui, il ne change pas de couleur, hein, il est de cette couleur blanc, blanc-gris, blanc-jaune hein, toute l'année. Mais on imagine aussi que le pelage varie un peu en fonction de l'hiver et de l'été. Il y a une question par rapport à la photo. C'est comment enfin, qu'est-ce que c'est la couleur bleue au niveau de sa langue? Ben, c'est la couleur de sa langue. Il se trouve qu'elle a cette couleur-là. Et je vois un truc que j'avais pas remarqué sur cette photo. On dirait qu'il a une dent qui est cassée à gauche. On voit sa canine à droite, mais apparemment il a une dent qui est cassée. Ouais, là où il y a un petit point rouge. Je ne sais pas si vous le voyez. Euh, alors, si on répète la taille et le poids maximum, C'est euh, 3 mètres de long, à peu près, 3 mètres quand il se tient debout. ouais, Ouais. ou en longueur. Et c'est un mâle, c'est jusqu'à 700 kg, 700-800 kg. Et est-ce qu'il peut manger les humains? Alors oui, on représente les humains, on représente une proie pour lui, c'est-à-dire que s'il a faim, il peut venir attaquer les hommes, les humains, pour les manger. C'est déjà arrivé, d'accord. Et c'est pour ça que quand on quittera le bateau, quand on ira se promener sur la terre, il faudra que l'on ait une arme pour se protéger en cas d'attaque d'ours. Alors, on va essayer, si on rencontre un ours, de rester loin de lui pour ne pas risquer de se faire attaquer, pour ne pas risquer de le tuer, parce que c'est toujours très dramatique, c'est très embêtant d'être obligé de tuer un ours, mais on va quand même se promener avec un fusil aux Svalbard. C'est obligatoire d'ailleurs, dès qu'on est sur la terre et dès qu'on s'éloigne un tout petit peu de la ville principale, on est obligé d'être armé. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour les prendre en photo sans se faire attaquer? Ben, on reste à distance, en fait. Là, on a l'impression que la personne qui a pris la photo est très très près de l'animal, mais en réalité, il a surtout un appareil photo qui grossit beaucoup, ce qui permet de les observer et de les prendre en photo à distance. Et ça, c'est très important, hein. On ne peut pas s'approcher d'un ours polaire, ce serait dangereux, et puis on ne peut pas les déranger aussi.
Et, ouais. L'ours, il a une très 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 bonne vue, Ouais. d'accord, mais surtout un odorat extrêmement fin, c'est-à-dire qu'il va sentir très très bien et ses proies, d'accord. Et il chasse beaucoup à l'affût, c'est-à-dire qu'il va se poster à un endroit, au bord d'un trou, au bord de la banquise, au bord d'un trou de phoque, et il va attendre pendant des heures, s'il faut, que le phoque sorte la tête pour après lui donner un grand coup de patte et l'assommer. Est-ce qu'il vit plus sur terre ou dans l'eau? Bah, c'est pratiquement à égalité, je pense. Il passe vraiment, ça lui arrive pour se déplacer. Alors bon, après, c'est vrai qu'il passe pas son temps dans l'eau, c'est pas un phoque ou une baleine, mais il peut passer beaucoup de temps dans l'eau. On l'a vu, on l'a vu des fois être à plus de 100 km des côtes, donc il peut nager très très bien. Et il y a plusieurs questions qui tournent autour des petits, voilà, à quel âge les petits quittent leur mère, combien il y a de petits par portée. Alors, on va faire un petit résumé de toutes ces questions-là. Voilà, on va imaginer une femelle, d'accord, d'accord. Une femelle au mois de mai, elle va rencontrer le mâle, un mâle, d'accord. Je rappelle que généralement ils sont solitaires, donc le, le mâle vit seul, la femelle aussi, et au mois de mai, elles se rencontrent, d'accord, et ils s'accouplent. Et au mois de décembre, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, au mois de décembre naissent les petits. La femelle aura creusé une tanière, aura creusé un trou dans la neige, d'accord, et elle va donner naissance à entre 1 et 3 petits au mois de décembre. Le mois de décembre, c'est en plein hiver, d'accord, il faut bien imaginer. Donc la femelle en fait va rester, arrête de manger et reste dans sa tanière pour s'occuper de ses petits, pour allaiter ses petits, parce que c'est un mammifère, donc donne du lait à ses petits. Elle arrête de manger et on est donc, il fait moins 40, moins 50 à l'extérieur. Il fait très très froid. Il fait nuit aussi tout le temps. C'est la nuit permanente. Donc pendant ce temps-là, la femelle, elle est dans sa tanière. Ça dure donc de décembre jusqu'à mars. Donc décembre, janvier, février, mars. Au mois de mars, le jour est revenu, commence à revenir. C'est le début du printemps. Et donc c'est la première sortie des petits. Les petits ne sont pas encore capables de manger tout seuls. Ils se nourrissent encore avec le lait de la femelle. Donc la femelle peut commencer à sortir, fait sortir ses petits. Elle peut aussi, elle, commencer à sortir pour aller chasser et recommencer à se nourrir. C'est à peu près le moment qu'on voit sur la photo qui est en bas à gauche, où on a la maman et là, en l'occurrence, elle a deux petits. Et donc là va se passer une grande période, d'accord, où la mère va s'occuper de ses petits. Le mâle, lui, est reparti. Les petits ne connaîtront jamais leur père. Donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il se passe comme ça une autre année, d'accord, jusqu'en février de encore la troisième année, où les petits sont devenus grands, les petits sont devenus autonomes et peuvent donc se débrouiller tout seuls. Et à ce moment-là, les petits partent tout seuls sur la banquise, ou sur la terre, pour se débrouiller tout seuls. Et la mère se retrouve tout seule. Et donc, après ce février, mars, avril, mai, en mai, elle va repartir à la recherche de mâles. Et c'est reparti pour un cycle de 3 ans. Donc les femelles, c'est 3 ans de cycle. On appelle ça le cycle de vie. Et ça veut dire que les petits, en gros, ils restent à peu près 2 ans avec leur mère avant d'être autonomes. Ouais, c'est ça? tout à fait. Avant d'apprendre à chasser, de savoir chasser. Alors évidemment, il y a beaucoup de mortalité chez les petits, c'est compliqué hein, pour ces animaux des pays extrêmement froids, de trouver de la nourriture, d'apprendre à chasser. Ils sont complètement dépendants de leur mère, d'accord, qui va s'en occuper pendant plus de 2 ans. Alors, il y avait une question aussi qui était, est-ce que l'ours peut parcourir de longues distances? Alors, il peut parcourir des distances absolument considérables. Et alors là, on a très très envie de vous renvoyer à une activité qui est présente sur le site, où justement, on utilise des enregistrements. Une ours d'ailleurs, qui a une balise, et comme ça, on peut voir sa position au cours du temps.
et Comme un, calculer la distance, comme si elle a un GPS sur elle. Et si vous regardez, vous verrez les distances qu'elle peut parcourir. Il y a encore deux questions sur l'ours et l'eau. Combien de temps il peut rester sous l'eau et est-ce qu'il entend sous l'eau? Alors, il ne reste pas forcément très longtemps sous l'eau, hein, et je pense que dans l'eau, il doit entendre un petit peu comme nous, on entend quand on met la tête sous l'eau, une baleine ou un phoque. Et je pense que dans l'eau, il doit entendre un petit peu comme nous, on entend quand on met la tête sous l'eau. Mais donc, il entend un peu des vibrations, mais c'est pas ça qui est le plus efficace. Combien pèse un ourson? Alors à la naissance, c'est tout petit, c'est vraiment minuscule. Un ourson d'ours polaire, c'est vraiment quelques centaines de grammes, hein. c'est à peu près c'est un demi-kilo Mm. à 1 kilo à peu près, les petits. D'accord. Et quand ils sortent